Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live. Ce midi, nous allons parler de fertilité masculine. Donc c'est assez rare ici. Voilà, on parle plutôt des femmes en règle générale. Et ce midi, on va s'intéresser aux hommes. Parce qu'on parle toujours des ovocytes, mais pas de sperme. Parlons spermatozoïdes. Du coup, ce live, c'est avec le docteur Malafré, Institut Marquès, qui va nous rejoindre. Anna, dès que tu es connectée. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je vois que l'Institut Marquès vient de se connecter. Tu m'envoies une invitation, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser ici. On répond à toutes vos questions. Enfin, surtout Anna, hein, parce que moi, je suis pas trop calée en fertilité masculine. Bonjour. Bonjour Amélie, bonjour à tout le monde. Ça va? Ça va, tu m'entends, tout va bien? Très bien. J'espère que c'est OK pour tout le monde, mais pour moi, c'est OK. Parfait, super. Du coup, j'expliquais que ce midi, nous allions parler de fertilité masculine. Ah oui, on va changer un peu le sujet. Voilà, on change un peu. Du coup, je te laisse. Alors, juste, je suis au bureau, on m'a posé une question, donc je vais aller répondre à la question. D'accord. Je te laisse pendant ce temps-là. Je suis désolée, c'est les aléas à midi au bureau, c'est pas pratique. Je te laisse te présenter. D'accord, suivez. Bon, bonjour à tout le monde. Je suis docteur Malafré, je m'appelle Anna. Je suis gynécologue ici à l'Institut Marquès, que c'est une clinique de PMA à Barcelone. Et on est une clinique qu'on fait toutes les techniques de PMA. Et spécialement, on a notre propre banque de dons d'ovocytes, de dons de gamètes et de dons de sperme, parce qu'on a un andrologue à la clinique qui était le président de la Société espagnole d'andrologie, le Dr. Ferran Garcia. Et on travaille beaucoup sur le facteur masculin. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Émilie avait proposé de parler un peu du côté masculin, qu'on l'oublie souvent. C'est ça. Enfin, c'est ça, c'est qu'on. Surtout que moi, j'ai un compte quand même qui est très basé sur la femme. Voilà, la femme en règle générale. Donc là, pour le coup, la fertilité. Et là, j'ai dit, on parle d'ovocytes, on parle d'endomètre et tout ça. Mais si on parlait un peu de la qualité de ces messieurs. Enfin, pas de la qualité de ces messieurs, hein, la qualité spermatique. Exactement. Alors moi, aujourd'hui, je vais vraiment gérer que les questions parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Enfin, j'ai des données, mais voilà, c'est Anna l'experte aujourd'hui. On va parler un peu de quand est-ce qu'il faut étudier le facteur masculin, d'accord, de quelles altérations on peut se trouver, quels examens existent, d'accord, quelle est l'importance aussi de l'âge dans le sperme de l'homme, parce qu'on parle très souvent de l'âge de la femme, de la qualité des ovocytes, et on oublie souvent de tenir compte aussi de l'homme. Et s'il y a des questions, tu me les fais au fur et à mesure. Et... Oui. Alors, mais je vous explique un peu depuis le premier rendez-vous, d'accord? En consultation, quand je vois un couple, dans ce cas-là, parce qu'il y a un homme dans le couple. Un couple hétéro, du coup. Exactement. Quand c'est un couple hétéro et je vois un homme, c'est pour ça qu'on va parler des facteurs masculins, mais d'habitude, je demande les mêmes examens, presque les mêmes que pour la femme, d'accord? Une prise de sang, un hémogramme, les sérologies, d'accord, pour une question légale du laboratoire, d'accord, parce que au laboratoire, il y a toujours les échantillons qui sont positifs pour quelques infections et ceux qui ne sont pas positifs, c'est séparé, d'accord, pour une question légale. Et c'est aussi une information très importante si jamais il faut transférer un embryon à un autre laboratoire ou il faut faire une technique, d'accord. Donc les sérologies, c'est très important de les mettre à jour. Et après, souvent, on demande un spermogramme, d'accord. Alors, le spermogramme, on peut ou bien le faire, vous pouvez le faire chez vous et m'envoyer le compte rendu, ou venir le faire à la clinique. D'accord? C'est vrai que nous, on préfère toujours que le spermogramme soit fait dans un laboratoire spécialisé. D'accord? Qui ait bien l'habitude de travailler avec des échantillons de sperme pour la PMA idéalement. D'accord? Alors parfois, si vous venez ici à la clinique, Émilie l'a vu, on a une salle d'échantillons qui est... J'en ai parlé avec une
une cliente à moi qui est venue vous voir là ce week-end. Explique-toi Enfin, la elle salle. n'est pas venue ce week-end, mais je l'ai vue moi ce week-end et ils sont venus et donc on a parlé de cette fameuse salle de recueil. Et qu'est-ce qu'elle en pense? Ah bah, son mari a trouvé ça très étonnant et parce qu'ils avaient l'habitude de la France jusqu'à présent, donc la salle blanche, voilà, mais très content. Alors, c'est une salle bien adaptée à l'homme. Vous pouvez la voir sur Internet et sur notre Instagram aussi, là, c'est du Marquez. Mais elle est surtout pensée pour maximiser l'excitation de l'homme. D'accord? Parce qu'il y a des études qui montrent que plus il y a d'excitation, ben meilleure c'est la qualité spermatique et c'est ça le but de la salle. Et après, on a tous un système pour qu'il ne puisse pas y avoir d'erreur et l'échantillon soit transféré directement par le monsieur au laboratoire. Et là-bas, on a le laboratoire d'andrologie. D'accord? L'andrologue et l'andrologie, ben, c'est les spécialités de l'étude de l'homme, pour le dire d'une façon. Et on a le laboratoire d'andrologie qui va analyser cet spermogramme. Et moi, si vous venez ici à la clinique, ben, je vois le résultat au bout d'une heure. J'ai déjà une première information, que c'est quand je reçois les couples en consultation, mais après le spermogramme, ils montent me voir. Et je leur explique un peu ce premier résultat de l'échantillon. C'est surtout concernant la concentration, c'est-à-dire combien de millions de spermatozoïdes il y a, quelle est sa mobilité. D'accord? Il y a plusieurs types de mobilité. La A, mobilité, c'est la façon dont ils vont aller, leur rapidité, la façon dont exactement. ils vont aller, voilà. Combien il y en a, par exemple, qui vont plus rapide et plus droit, par exemple. D'accord? La mobilité. Et après, il y a les formes normales. D'accord? C'est-à-dire ceux qui ont, ben, il y a la tête de l'espermatozoïde et la queue, et plus ou moins ceux qui ont la tête normale. Alors, en fonction de la concentration, du volume, de la concentration, de la mobilité et des formes normales, le laboratoire d'andrologie fait un diagnostic par rapport à cet échantillon. Et là, souvent, c'est aussi qu'il faut voir si c'est une altération seulement d'un paramètre, c'est-à-dire tout est normal, mais il n'y a pas beaucoup de concentration. Ou tout est normal, mais c'était juste les formes normales qui n'étaient pas bien. Ce n'est pas la même chose que si tout l'échantillon a une altération de façon globale. Et c'est important de ne pas rester sur un seul spermogramme. Si c'est la première fois qu'on fait un spermogramme et il y a une altération, c'est important aussi de le répéter au moins au bout de 3 mois. D'accord? Parce que le cycle des spermatozoïdes, d'habitude, c'est autour de 70 jours. Et c'est le temps qui met les spermatozoïdes à générer des nouveaux spermatozoïdes. Donc, c'est mieux. Si c'est une seule fois qu'on a eu un spermogramme qui n'est pas beau, il faut confirmer ou vérifier que c'est bien comme ça ou que c'était parce qu'on avait eu de la fièvre, une opération, un virus, ou on avait fait beaucoup de sport, genre marathon, crossfit, ça peut augmenter beaucoup la fragmentation, ou si on avait pris un médicament ou on avait été en contact avec des toxiques. Donc c'est toujours important de comprendre pourquoi cet échantillon a eu ce résultat-là. Après, nous, à Barcelone, souvent, on voit aussi beaucoup de patientes françaises qui ont déjà fait un parcours en France. Ce n'est pas la première fois qu'elles ont fait une PMA, une fécondation in vitro. Donc, c'est vraiment un peu différent parce que j'ai aussi beaucoup plus d'informations pour étudier le facteur masculin parce que je sais quel est le taux de fécondation, quel est le taux de blastocyste, quel est le taux de grossesse. Alors, je peux voir si un spermogramme, si un échantillon de sperme, lorsqu'on a fait la fibre, si les embryons se sont bloqués entre J3 et J5, par exemple, il faut faire davantage attention au facteur masculin. Bien sûr, l'ovocyte, c'est toujours la cellule la plus grande et c'est elle qui a le plus de pouvoir de réparation et que tout aille bien. Ben, l'ovocyte, c'est très important et si c'est un ovocyte qui est un peu plus âgé, ben, il peut avoir des soucis. Mais le spermatozoïde, il a une fonction très importante aussi entre J3 et J5. D'accord? Une fois on a fait la fécondation, ben, pendant le développement des embryons. Et ici, en Espagne, on propose souvent, quand il y a un cycle de FIV qui n'a pas marché, ou des échecs d'embryons qui se bloquent, ou des fausses couches précoces, d'étudier 2 paramètres des spermatozoïdes, que ça peut être le fiche et la fragmentation. Alors, je vais vous expliquer d'une façon un peu simple, d'accord, qu'est-ce que sont ces 2 examens. Alors, le fiche,
c'est un examen où on regarde les chromosomes de la tête des spermatozoïdes. D'accord? On fait un échantillon et on envoie analyser les chromosomes, pas tous les chromosomes, quelques chromosomes, le 13, le 18, le 21 par exemple, et c'est un peu c'est lié aux aneuploïdies, c'est-à-dire aux embryons qui chromosomiquement ne sont pas bons. D'accord? Et parce qu'on sait que souvent c'est à cause ou en conséquence de l'âge de la femme que les embryons ne sont pas bien chromosomiquement normaux, mais un 10% des cas, c'est aussi de facteurs masculins. D'accord? Donc, il ne faut jamais oublier ce facteur masculin parce que parfois il peut y avoir cette altération et même si on va sur un don d'ovocytes, on continue à avoir des embryons qui sont malades parce qu'on n'a pas bien étudié le facteur masculin. Et quand il y a une fiche qui est altérée, ben, le traitement qu'on propose, c'est de faire un DPI. D'accord? En France, en Espagne, on peut faire le DPI. D'accord? Et ça nous aide beaucoup à identifier ben, les embryons qui sont en bonne santé, qui ont plus de chances de donner un bébé au terme. Et après, l'autre technique et l'autre test qu'on fait beaucoup sur les spermatozoïdes, sur les échantillons, c'est le test de fragmentation. La fragmentation, il y a deux chaînes. Il y a la chaîne simple et la chaîne double dans l'ADN des spermatozoïdes. Alors, la chaîne simple, on peut la regarder dans tout le monde. Je pense que c'est la technique la plus fréquente et celle qu'on regarde le plus. Mais d'habitude, quand il y a une altération de la chaîne simple, le traitement qu'on met en place, c'est faire l'ICSI. Mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à 2017, la fragmentation de la chaîne double, on ne la regardait pas tellement. D'accord? Mais de plus en plus, on la regarde et on a vu que la chaîne double, elle est liée aux échecs aux embryons qui se bloquent sur le chemin et aux échecs de nidation précoce, aux fausses couches biochimiques, par exemple. Et là, on a un dispositif médical qu'on peut mettre en place, que c'est un dispositif médical, que c'est un chip microfluidique, on appelle, que c'est une façon de filtrer les spermatozoïdes différemment de celle qu'on avait avant. Et ce dispositif nous permet de filtrer mieux les spermatozoïdes qui ont un peu plus de fragmentation de ceux qui ont moins de fragmentation. Ce qui parfois peut nous amener à avoir un taux de blastocystes plus important. Donc, et ça, c'est une avancée qui est importante. Alors, je te coupe. Moi, j'ai tout compris. Je pense que par contre, il y a beaucoup de choses qui ont été du chinois et trop compliqué pour ceux qui nous regardent. C'est pas grave, on peut répéter. Alors, je peux faire expliquer plus facile. Alors, non, juste pour revenir à la base. Donc, quand un couple se présente, on analyse la femme, on analyse l'homme. Dans le spermogramme, on va regarder la mobilité, le nombre de spermatozoïdes. On va regarder le nombre de spermatozoïdes. Ça se compte en millions, hein, parce qu'il y a des gens qui doivent être étonnés quand même, mais oui, ça se compte en millions. Donc, le nombre, la mobilité, donc c'est la façon dont il se déplace. Voilà. Soit il est rapide, il va tout droit, c'est génial. Soit il zigzague, mais il y va quand même. Soit il fait du surplace. En gros, c'est ça. Hein. Non, mais c'est histoire d'imager un peu pour que les gens comprennent mieux. Oui, exactement, c'est ça. Et ensuite, on regarde aussi les formes typiques, atypiques. Donc, un spermatozoïde, il y a une tête, une queue. Donc, on regarde que tout est... Voilà. Je la fais un peu imager pour que les gens comprennent. Exactement. Oui, le spermogramme, c'est très difficile à comprendre globalement. C'est pour ça que je pense que imager les gens, voilà. Donc, la mobilité, souvent, ils savent pas ce que c'est. Donc, moi, souvent, j'explique comme ça à mes clientes. Hein. Je fais le petit spermatozoïde qui se baladent. Mais voilà, effectivement, tout ne vient pas des ovocytes de la femme. On regarde les spermatozoïdes, donc on regarde déjà ces premières... Ces premiers paramètres. Voilà. Ça, c'est comme les spermogrammes premier qu'il faut faire. Savoir combien de petits spermatozoïdes il y a et comment ils bougent. Voilà. Ensuite, donc, on va aller voir un peu plus loin. Donc là, c'est les analyses dont tu nous as parlé. Mais est-ce que tu peux nous dire assez simplement, succinctement, quelles sont les pathologies qu'on peut trouver qui, du coup, altèrent la fertilité Alors, des pathologies, on peut trouver des infections, parce que les infections entre guillemets, peuvent tuer les spermatozoïdes. On peut trouver aussi des troubles hormonaux chez l'homme, d'accord?
qu'il faut imaginer qu'il y a comme une fabrique de spermatozoïdes. Et cette fabrique de spermatozoïdes, il faut qu'elle fonctionne bien. Et pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'il y ait certaines hormones. D'accord? Alors, si on trouve qu'il n'y a pas de spermatozoïdes, il faut voir pourquoi il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un problème dans la fabrique? Est-ce qu'il y a un problème dans le chemin qu'il faut qu'il les amène? D'accord? Et ça, nous, quand on voit ces résultats-là, qu'on fait un échantillon, il y a 0 spermatozoïdes. D'accord? La première chose à faire, c'est tranquillité. On va voir pourquoi il n'y avait pas de spermatozoïdes dans l'échantillon. D'accord? Et en fonction de ça, mais parfois il faut récupérer par une opération du testicule quelques spermatozoïdes, comme une biopsie testiculaire, ou parfois il faut faire un traitement et refaire le spermogramme. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle l'azospermie. C'est pas très fréquent, mais ça peut arriver. D'accord? Alors, nous, quand on voit une altération qui est un peu plus compliquée, on propose toujours un rendez-vous avec l'andrologue. D'accord? Et si c'est possible de le faire sur place, ben mieux. Parce que lui, il fait une anamnèse, il fait l'exploration et il fait tout le traitement comme il faut. Alors, juste une question. Là, pour l'instant, j'ai pas vu Attends, je vais remonter voir s'il y a des questions. Moi, j'ai juste une question. Alors, s'il y avait une question, à partir de combien de spermatozoïdes une grossesse naturelle est-elle possible? Alors, le nombre ne va pas tout faire. Attention. Exactement. Alors, normal, un spermogramme normal, d'habitude, on dit en général autour de 30 millions par millilitre. Voilà. Minimum. Après, mais c'est comme les ovocytes, hein. C'est pas parce qu'il y en a, plus une tonne. Voilà, c'est comme les ovocytes, c'est pareil. Non, mais du coup, moi, j'avais une autre question. Quel est le pourcentage? Alors, le pourcentage non, comment dire? Est-ce que tu t'arriveras à nous dire combien ça représente les échecs à cause des spermes, en fait? Enfin, ce que je veux dire, c'est que souvent, on met la femme en avant, mais c'est aussi bien souvent à cause de la qualité spermatique le problème. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire 30% femmes, 30% hommes, 30% le couple. Mais oui, ça dépend un peu du point, c'est-à-dire ça dépend un peu de la patiente. C'est-à-dire c'est pas la même chose. C'est-à-dire les femmes qui ont moins de 35 ans, ben, la cause d'infertilité d'origine masculine probablement est plus importante que chez les femmes qui sont au-delà de 42-43 ans, ben, peut-être qu'il y a une cause masculine, mais la cause femme, pour une raison d'âge, va être plus lourde dans le taux de réussite, de façon, va peser plus. Mais c'est vrai que c'est un peu ça. C'est 30% femmes, 30%, 30% mixte et un 10% qu'on ne connaît pas, de causes inconnues, plus ou moins. D'accord? Mais, dis-moi. Non, vas-y, parce que j'avais une question, mais du coup, je l'ai... Non, alors... Ah, si, la question. Donc, on dit chez une femme, à partir de 35 ans, la qualité ovocytaire baisse. Chez l'homme? Alors, chez l'homme, et nous, les donneurs de sperme, par exemple, on accepte entre 18 et 40 ans. D'accord? La loi dit entre 18 et 50 ans. Donc, a priori, ça serait à partir de 50 ans que la qualité spermatique baisse. Que la qualité peut baisser un peu plus et qu'il y a des risques, plus on est âgé, même beaucoup plus âgé, mais il y a des risques qui sont liés avec des troubles de l'autisme, des trisomies, qui ont été démontrés plus on est âgé. Donc, c'est aussi une information qu'il faut connaître. Ok. Mais surtout, c'est ça. Jusqu'à 45, 50 ans, a priori, ça devrait aller. Et moi, je voulais dire qu'un peu que le taux moyen, que ça, c'est un peu en rapport à ce que tu m'avais demandé avant par rapport à la qualité, c'est-à-dire le taux moyen de fécondation par un sperme normal, quand on a des ovocytes qui sont mûrs, c'est autour de 75%. Donc, si on a une fille et on a une fécondation plus faible, il faut aussi réfléchir à est-ce qu'il y a eu quelque chose dans le facteur masculin. Ça, je le dis parce que souvent, on voit des patients qui ont déjà fait un cycle. Et oui, ça peut être à cause de l'ovocyte, mais il faut aussi être attentif au facteur masculin.
Et du coup, puisqu'on parle des facteurs masculins et tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre une FIV ICSI et une FIV IMSI? Puisqu'en fait, cette différence, c'est à cause, entre guillemets, des spermatozoïdes, qu'on passe d'une ICSI à une IMSI. Alors, l'ICSI, d'accord? Alors, je vais expliquer simple. Oui, essaye de faire simple, rapide, concis. Parce que la question n'est pas simple. Alors, Tu veux que la j'essaye de FIV, la faire simple? non, ça Essaye. va. La FIV ICSI, c'est une méthode pour sélectionner les spermatozoïdes. L'ICSI, d'accord? Et on met les spermatozoïdes dans l'ovocyte. Et d'habitude, on choisit celui qui va plus droit et plus rapide. D'accord? Et l'IMSI, c'est une méthode pour sélectionner aussi les spermatozoïdes, mais avec un microscope très puissant. Très, très, très puissant, qui voit beaucoup, beaucoup. Et on regarde la tête des spermatozoïdes et on vérifie quelle est la tête la plus jolie. C'est-à-dire celle qui a moins de fragments, qui a moins... Et c'est grâce à ce microscope qu'on choisit les spermatozoïdes pour inséminer l'ovocyte et on le met dans l'ovocyte nous-mêmes. C'est très bien expliqué. Non, C'est à la tu vois, limite tu du sais faire. scientifique, hein, mais Non, non, mais c'est le j'aurais concept. fait la même explication. C'est le concept, d'accord? Alors, nous, on propose surtout quand il y a une tératosospermie, que la tératosospermie, c'est quand il y a des spermatozoïdes qui ne sont pas typiques, qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas comme il faut, en concernant la tête, ou qu'ils ont des formes qui sont un peu différentes. Alors, pour sélectionner cet échantillon, on propose parfois ou d'utiliser l'IMSI ou d'utiliser le type de microfluide parce que parfois ça peut avoir un rapport avec la fragmentation. Vraiment, l'IMSI, il a, selon l'andrologue de la clinique, il a des indications très précises, d'accord, pour qu'on voit la différence par rapport à l'ICSI, d'accord, et c'est des échantillons que vraiment c'est lui qui l'indique et qui le sélectionne et c'est là qu'on voit un point positif à l'application de l'IMSI. Alors là, j'ai vu passer une question, mais c'est une question sur le DPI. En fait, alors le but des lives, c'est de faire court, concis, pour que vous puissiez les regarder facilement au replay derrière. Donc, on a fait un live sur le DPI, qui est en replay sur mon compte et sur l'Institut Marquès. Donc, n'hésitez pas à les regarder. En fait, le but, c'est vraiment de parler du sujet pour que ça soit court et que vous les regardiez facilement au replay. Donc, voilà, on répond uniquement aux questions concernant les petits spermatozoïdes. Oui, et, Voilà. et c'est ça. L'IMSI sert aussi beaucoup, comme je disais, quand l'échantillon, il y a peu de spermatozoïdes. C'est-à-dire, pour faire le type de microfluide, il faut une concentration minimale. Sinon, ils n'arrivent pas à traverser le filtre et on ne peut pas le mettre en place. D'accord? Donc, si la concentration elle est mineure de 3 millions, 5 millions par millilitre, ils ne vont pas être capables de traverser, d'avoir un numéro de spermatozoïdes OK pour faire l'insémination des ovocytes. Alors là, l'IMSI, il peut avoir un rôle intéressant aussi. Ok, super. Bon. Des choses importantes qu'on n'a pas parlé, que je viens de m'en souvenir. Les jours d'abstinence avant de faire l'échantillon pour la fécondation in vitro. Alors, de plus en plus, la littérature est plutôt partante pour peu de jours d'abstinence. D'accord? Idéalement, entre 1 et 3. Et presque mieux 1, 2 que 3. D'accord? Donc, le minimum, le mieux, puisqu'il y a moins de fragmentation. Mais toujours en tenant compte du cas par cas, parce que s'il y a très peu de concentration, très peu de volume, peut-être qu'il faut changer les indications. Yes. Toujours bien écouter les recommandations de son médecin, parce que voilà, que ça soit pour n'importe quel sujet, en fait, c'est très personnel. C'est cas par cas, comme tu le dis à chaque fois. Donc, bien écouter les indications de son médecin et on ne remet jamais en cause son médecin. Ou on change de médecin. Exactement. Voilà. Si on perd la confiance, c'est mieux changer. Voilà. Mais il faut travailler en équipe parce que ce sont des processus où il y a beaucoup d'incertitudes. Et on travaille très bien, mais c'est vrai que le temps, les échecs, parfois, c'est pas facile. Bon, alors là, je vois pas trop de questions. Je suis sûre qu'on va en avoir plein après, quand tu auras le replay, mais c'est pas grave, on y répond. Si vous avez des questions qui vous reviennent après, vous nous les mettez sur le réel et on y répond. Exactement. Avec grand plaisir. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout, ouais, je sais pas. Alors, toujours pour l'échantillon, évitez le tabac, les toxiques.
Je sais, mais il y a tellement de gens qui fument. Ouais, mais en fait, ce qu'il faut qu'ils se disent, les hommes, en fait, les hommes ont du mal à intégrer ça, c'est que ce qu'on recommande à la femme, on le recommande aussi à l'homme. Oui, Parce que, en fait, il y a deux cellules, hein, donc il faut que les deux soient, voilà. dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc pour ça, pour avoir les meilleurs conseils pour booster le nombre de spermatozoïdes, on se fait accompagner en parallèle, voilà, du protocole médical. On a une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. On met pas le portable dans la poche. On évite d'être comme nous. Il faut pas qu'on soit trop serré dans nos jeans. Les hommes, faut vraiment pas être trop serré. Il faut pas que les testicules soient au chaud. Voilà, voilà. Il y a plein de recommandations, toutes les recommandations qu'on donne aux femmes, voilà, messieurs, il faut aussi les appliquer, quoi. Parce que souvent, les messieurs, ils se disent, ouais, c'est bon, bah non, faut arrêter le tabac, faut limiter le sport intense, faut avoir une bonne hygiène de Et, vie, perturbateurs endocriniens aussi, parce que les hommes ont aussi, comme tu disais tout à l'heure, des hormones, un schéma hormonal. Et donc voilà. c'est exactement ça. Alors, je ne sais pas si tu as des questions, tu veux que j'explique quelque chose Non, d'autre? Je pense que moi je pense que on a fait le tour. oui, on a parlé de meilleur, c'est pas mal. Et c'est ce qu'on s'était dit, hein, qu'on faisait concis pour que, voilà, Oui. derrière, ça soit facile à regarder et qu'il ne faut surtout pas hésiter à nous poser toutes les questions qui, voilà, en privé, si vous êtes gêné parce que vous avez l'impression que votre question est bête, il n'y a aucune question bête. Et nous, on répond vraiment À tout. à toutes les questions. Mais mesdames, voilà, dites à vos messieurs que le problème, entre guillemets, peut aussi venir de lui et que ce que vous mettez en place, il faut aussi que lui le mette en place. Oui. Déjà, rien que pour vous soutenir. Et il faut toujours tenir en compte le facteur masculin, faire une anamnèse comme il faut, une histoire médicale et faire attention un peu à tout. Top. Très bien. Je pense que c'est un sujet important à aborder. Tu vas voir que le replay va être regardé par des hommes, c'est sûr. Donc, Mais je m'en j'espère méfie. qu'il va être regardé par les hommes et par les femmes aussi, parce que je pense Ouais. que c'est des informations qui sont basiques, mais qui sont importantes. Mm. Et on a parlé un peu de tout. Il y a bien sûr beaucoup plus, mais déjà, si on maîtrise ça, c'est pas mal. Déjà, la base. Cool. Bien. Ben, on le laisse ici. Bon appétit tout le monde. Bon, ben, on fera Merci le en tout cas pour ce sujet très intéressant, pour les réponses à toutes tes questions. N'hésitez pas à aller regarder tous les replays. À chaque fois qu'on fait un live, on le met en replay. Et donc, vous pouvez tous les regarder. Voilà. et le partager Voilà. aussi. Voilà. On les fait courts, voilà, une demi-heure, de façon à ce que vous puissiez bien les regarder derrière et bien poser vos questions. Voilà. Quand ça dure plus longtemps, généralement, Oui, c'est mieux pour voilà. tout compacter. De toute façon, on se voit au Eh festival. oui, et de toute manière, si vous avez des questions, que vous voulez voir comment améliorer la qualité spermatique de votre homme, ou messieurs, si vous voulez voir, festival bien-être et fertilité, 15 et 16 mars, ça va venir vite. Ça va venir très vite. L'Institut Marquet sponsor pour la 2e année du festival. Voilà. Et vous pourrez rencontrer Anna. Et en plus, vous pourrez bénéficier d'un rendez-vous personnalisé avec Anna lors du festival. Bien sûr. Avec Voilà. grand- Mais on se refait un live d'ici là sur un autre sujet. Et si vous avez envie qu'on parle de quelque chose en particulier Oui, on reste à qu'on n'a pas encore parlé, n'hésitez surtout pas. Voilà. Je partage ce petit live en replay. Bonne journée, bon appétit. Au revoir. À Bonne journée. bientôt. À bientôt. Au revoir.